Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous. Alors je pense que comme beaucoup d'entre vous, sur ces 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé à mettre en place dans les équipes et dans les produits, des écosystèmes GenAI pour à la fois faire des produits et puis accélérer nos équipes. Et en fait, clairement, on commence à voir les impacts que ça a, sur la manière dont on fait nos produits, sur la manière dont on structure nos équipes, voire sur la manière dont on structure nos organisations. Mais il y a un impact qui m'intéresse particulièrement, voire personnellement, c'est l'impact que ça a sur mon métier d'architecte tech. Car au final, sur le rôle d'architecte, l'architecte, c'est typiquement un rôle qui va manipuler beaucoup d'objets techniques, qui va prendre beaucoup de décisions techniques, qui va baigner vraiment dans les enjeux technologiques. Et en fait, il est confronté en fait à un nouveau paradigme, l'architecte de manière générale, c'est que finalement, les enjeux techniques, ça devient de plus en plus facile. L'enjeu technique principal de nos projets, ce n'est plus la technique. Et on le voit au final sur des cycles de dev, la façon dont ils évoluent. Classiquement, dans un cycle de développement classique, le goulot d'étranglement, la difficulté, elle était surtout dans notre capacité à faire, dans notre capacité à fabriquer, à développer. Dans un cycle de développement agentique, où finalement les IA et les humains collaborent sur du développement ou de la conception logicielle, le goulot d'étranglement, finalement, est beaucoup plus sur notre capacité à spécifier, à récupérer du feedback sur nos applications et à faire évoluer, finalement, les fonctionnalités. Donc au final, déjà, la GenAI, aujourd'hui, ne supprime pas, en fait, de goulot d'étranglement sur le cycle de développement logiciel. C'est surtout que ça va le déplacer en amont des développeurs. Et au final, la question principale qu'on retrouve aujourd'hui dans nos projets, ce n'est plus finalement comment construire les projets, mais plutôt que doit-on construire. Et cette question du quoi, c'est ce qui m'a un peu habité là, cette dernière année. C'est comment cette question du quoi, tout le temps, comment mon métier finalement s'adapte à ça. Et j'ai vu quelques petits indicateurs. Déjà, le premier indicateur, c'est est-ce qu'on a encore besoin d'architectes? Finalement, moi j'ai vu au nombre de sollicitations de mes collègues architectes, finalement, je trouve que c'est plutôt un métier qu'on sollicite de plus en plus. Un exemple, c'est qu'auparavant, quand je suivais par exemple plusieurs équipes, typiquement, j'allais les aider à prendre une décision d'architecture par semaine avec la GenAI, où on produit de plus en plus dans nos équipes, finalement, on va pouvoir même prendre plusieurs décisions par jour. Et ça m'a fait poser cette question, au final, les architectes, on est aussi là pour standardiser, pour faire en sorte que nos écosystèmes IT ne partent pas dans tous les sens, qu'on arrive à faire des choses homogènes. Donc du coup, je me suis posé la question sur comment on allait pouvoir adapter nos pratiques, nos standards à ces nouvelles manières de faire. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est une sorte de résumé de ce que j'ai appris sur ces dernières années, sur ces derniers mois, et puis voilà, pouvoir en discuter avec vous. Déjà, le premier apprentissage, c'est que on a plein de leviers qui sont déjà présents dans nos projets et qui permettent de faciliter la mise en place de processus de développement agentique. Alors, quand vous êtes dans un projet logiciel, on a un certain nombre d'assets documentaires qui sont déjà là. Par exemple, la documentation d'architecture, ça tout le monde connaît, les slides qu'on va présenter à nos équipes. La connaissance du système d'information, de ses contraintes, tout ce qui est bien sûr spécification, user stories. Alors, on recommence à parler de spécification, c'est ça qui est rigolo en ce moment. Et puis aussi tout ce qui est documentation dans nos projets. Le point commun de tous ces éléments, c'est bien sûr que c'est de la documentation, quelque chose qu'on aimait plus ou moins faire auparavant. Mais quand on commence à rentrer dans cet écosystème IA, en fait, la documentation, on appelle ça du contexte. Et au final, je trouve un des nouveaux rôles de l'architecte, qui était déjà de partager le savoir en transverse au sein des équipes, ça devient de gérer cette connaissance, de savoir consolider cette connaissance au niveau de l'équipe pour finalement construire une sorte de vérité unique, une vérité la plus juste possible,
des assets documentaires qui permettent finalement aux agents et aux humains de collaborer sur quelque chose de constant et juste. Alors, comment, sur ces différents points-là, on peut mettre en place finalement des pratiques qui permettent de leverager, de faire levier sur l'agentique? En fait, vous allez voir, déjà, il y a plein de recettes qui sont relativement simples. Je vous parlais de l'architecture. Alors, je pense qu'en agentique, par exemple, l'architecture as code, bah, c'est un premier levier qui est super simple à activer, qui finalement rentre bien dans le cadre du métier d'architecte et qui permet vraiment de mettre en place après des process agentiques dont on n'aurait pas imaginé la faisabilité auparavant. L'architecture as code, c'est tout simplement le fait de spécifier nos architectures, colocaliser avec notre code sur des formats vraiment as code sous forme de JSON, de YAML, de fichiers Mermed. On peut citer par exemple des méthodologies comme les architectures C4. Vous avez des outils comme Structurized ou vous avez Like C4, des outils qui permettent finalement, vous avez votre base de code, dans votre base de code, vous avez des fichiers qui décrivent cette architecture. Alors pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Bah déjà, c'est que avoir l'architecture en code colocalisé avec le vrai code de l'application, de vos applications, bah ça permet de réduire ce drift que vous pouvez avoir entre ce que vous souhaitez faire en termes d'architecture, ce que vous portez comme message à vos équipes et ce qui a été réellement implémenté. Et ça ouvre un nouveau type de process, là aussi, qu'on avait du mal à faire avant, qui était de faire de la vérification d'architecture en continu. J'en parlerai plus tard. Mais de manière globale, le fait d'avoir cette architecture colocalisée avec notre code, on va pouvoir en fait avoir un cercle vertueux où les agents, quand ils travaillent sur votre base de code, vont pouvoir à la fois lire la documentation d'architecture, la structure, pour vérifier que ça respecte bien les concepts et les contraintes que vous avez spécifiées. Et inversement, on peut aussi imaginer qu'on peut faire des prompts qui permettent à nos agents de suivre des contraintes d'architecture qui sont spécifiées dans cette documentation. On en parlera, je donnerai un exemple après. Deuxième pratique, c'est surtout ce qui est documentation. Là, on voit bien que la documentation dans nos projets, bah, ça part souvent, on a plein de choses, on a des wikis internes, on a des bootdocs, des readme dans les projets. Là, clairement, on n'a plus le loisir d'être aussi éclaté sur notre gestion de documentation quand on passe sur l'agentique. La documentation, c'est, on va dire, l'énergie avec lesquelles on va alimenter nos IA. Et du coup, il faut mettre en place de la même façon des pratiques, par exemple de living documentation, ou de la même façon, on va localiser notre documentation à côté du code, mettre en place des principes de génération, de régénération automatique de notre doc pour être sûr qu'à chaque instant, elle soit au plus proche de notre code. Alors, de la même façon, ça nous évite tout ce qui est documentation drift, c'est-à-dire qu'on commence à avoir vraiment notre doc et notre code qui sont synchrones, mais surtout, ça nous ouvre aussi à tout un ensemble de pratiques où on va pouvoir donner des spécifications qui vont être implémentées dans le code et inversement, du code qui va pouvoir être rétro-documenté. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est un peu le renouveau des spécifications aujourd'hui. Et de la même façon, il faut réussir à localiser ces spécifications en parallèle avec notre code. Donc, ça veut dire des spécifications qui vont être, par exemple, sous format Markdown au sein de nos bases de code. Ça veut dire aussi, par exemple, des user stories qu'on va directement intégrer à nos bases de code. De la même façon, ça va nous permettre de nous ouvrir à des nouvelles pratiques agentiques, par exemple du spec-driven development, où on va pouvoir donner une spécification et la faire implémenter par des agents. Et inversement, avoir des bases de code et qu'on puisse en retirer finalement une spécification fonctionnelle. Et le dernier élément, un petit peu plus avancé, un petit peu plus complexe, mais qu'on commence à voir, c'est l'intégration dans un système d'information de nos applications et un système d'information qui est prêt pour l'agentique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Auparavant, quand on concevait une nouvelle application pour un métier, en général, on avait plutôt une vision assez verticale de l'application. C'est-à-dire qu'on allait un peu avoir une vision de ce bloc. On allait construire nos briques, par exemple, data, nos briques, je sais pas, SQL, base opérationnelle, nos back-end, nos front-end. Et tout ça allait être tiré finalement par un besoin métier de bout en bout. Alors bien sûr, pour pouvoir faire ça de manière monolithique, enfin, de manière verticale, on était obligé de prendre beaucoup d'hypothèses. Là,
la venue en fait, de l'agentique, ça nous permet vraiment de faire, d'éclater beaucoup plus tôt nos applications. Par exemple, de prendre tout ce qui est briques data, tout ce qui est les briques, on va dire, de back-end qui vont être mis en place pour ce besoin métier, les transformer plutôt en capacités IA qui vont être plutôt déployées au niveau d'une plateforme avec, et accessibles sous forme d'API. C'est là, par exemple, qu'on parle beaucoup des MCP, modèle contexte protocole, qui permet de consommer des API dans un format adapté aux IA. Et finalement, cette partie utilisateur, consommation de ces services-là, eh ben, on peut se donner la liberté de moins les développer au début, de moins prendre d'hypothèses et que ces hypothèses soient explorées plutôt par nos users. Par exemple, on peut très bien se dire, bah voilà, j'ai mes briques disponibles, des capacités finalement consommables par les IA, et ici, je vais avoir un GPT interne, par exemple, à mon entreprise, qui va me permettre de consommer ces briques dans un premier temps, par exemple, dans des interfaces conversationnelles, pour ensuite explorer des usages, pour aller au fur et à mesure dans des applications plus custom, mais uniquement quand ce besoin a été vraiment exploré et testé. Et au final, je pense que ces leviers-là permettent d'aller plus vite et c'est surtout, je trouve, des leviers qui sont souvent, on va dire, déjà en place, en partie, de manière souvent hétérogène dans nos projets. Et en fait, ces leviers, ils reposent un peu sur un deuxième apprentissage que là aussi, qui ne va pas vous étonner, mais c'est que finalement, ce qu'on va manipuler aujourd'hui, c'est plutôt la documentation et la structure de nos projets, et ça devient notre nouveau code. Ça devient plutôt la nouvelle matière qu'on va manipuler au quotidien dans nos équipes de développement. Et en fait, c'est un nouveau niveau d'abstraction, c'est-à-dire on va manipuler le code comme un sous-produit finalement de spécification. Et finalement, ça peut faire un peu peur au début de se dire ah oui mince, nos équipes avant elles codaient, maîtrisaient bien leur base de code. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est plus le code qu'elles manipulent et qu'elles manipulent un mélange entre du code, des specs, des user stories, du markdown, des choses comme ça, comment on va faire? En fait, déjà, moi, j'aime bien me rassurer en me disant que dans l'histoire de l'informatique, en fait, on a eu régulièrement finalement des montées en abstraction. Quand on est passé des cartes perforées à des premiers assembly language très simples, de premiers assembly à des langages de plus haut niveau, voire des langages objets, des langages fonctionnels, des langages de plus vraiment qui ont des fonctionnalités de plus en plus abstraites. Finalement, là, de l'agentic coding, où on va être finalement sur une abstraction encore plus large, où on va pouvoir prendre des intentions utilisateurs en termes d'entrée. Et finalement, on a toujours, comme ça, créé des outils qui créent de l'abstraction et qui nous permettent de manipuler finalement un sous-jacent, un sous-produit final qui est le code machine de nos programmes. Alors la peur qu'on pourrait avoir, c'est que plus on monte en abstraction, plus le détail, plus ce qui est exécuté sur la machine, on peut se dire mince, je sais plus ce qui se passe, je maîtrise plus le détail. C'est un risque et je pense que il est véridique et je pense qu'on le voit en plus en ce moment, il y a pas mal de news avec des bugs liés à l'agentique. Mais je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de le maîtriser beaucoup plus. En mettant en place finalement un écosystème où on s'assure finalement un synchronisme le plus parfait possible entre notre conception de la documentation et de la structure applicative et le code généré. Et au final, ce que j'aime bien comme vision, c'est de se dire, l'architecte, le rôle qu'il peut avoir là-dedans, c'est d'aider les équipes à concevoir un peu cette partition, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on va décrire nos architectures, comment on va documenter, quel format d'ADR on va utiliser, quelle pratique ou manière de stocker nos spécifications on va mettre en place. Nos équipes vont consommer et collaborer finalement ces standards. Et finalement, on va avoir une équipe accompagnée par de l'agentique, par exemple, qui va faire l'implémentation et qui va, en parallèle, alimenter cette documentation et cette structure. Et finalement, ce cycle en deux étapes, il est déjà là, il est déjà faisable aujourd'hui avec l'agentique. Le premier, il est naturel, c'est le premier usage de l'agentique, c'est que je vais prendre des intentions en termes de fonctionnalité et je vais en générer du code. Mais aussi l'inverse, où on va avoir du code et je vais en régénérer une rétrodocumentation.
Et au final, si le risque dont je vous parlais de non-maîtrise du détail, je pense que ça arrive si on casse finalement cette synchronisation bidirectionnelle entre notre compréhension et notre sous-jacent qui est le code. Et qu'est-ce que ça donne en pratique? En fait, on se retrouve maintenant avec des repositories projets qui ne sont plus uniquement que du code, mais qui sont finalement une sorte de savant mélange entre du contexte, des pratiques, de l'architecture, et aussi autre chose dont je vais vous parler après, qui sont les skills. Alors, pour vous donner un exemple, là, par exemple, j'ai My Product Repository, là, tout en haut, qui est mon repo Git, par exemple, de mon projet. Bah, déjà, je vais avoir un agents.md. L'agents.md, c'est un peu le boot file de mon IDE agentique. C'est ce qui va être lu, et dedans, on va pouvoir spécifier des choses qui sont très contextualisées à mon projet. Par exemple, des pratiques de code, nos manières de tester, nos boucles de feedback de test, comment finalement on opère au jour le jour le développement dans nos projets. La nouveauté, c'est là où on va avoir plutôt quelque chose qui va être très solide et qu'on va devoir maintenir, c'est cet aspect documentation, dans lequel on va avoir, par exemple, de la documentation d'architecture. Là, par exemple, je l'ai dans cet exemple au format C4. Donc, on va avoir une sorte de JSON qui décrit l'architecture de notre système. Et on va avoir nos ADR qui vont pouvoir, par exemple, garder l'historique des modifications qu'on va avoir sur notre base de code. En particulier, les ADR, je pousse vraiment dessus dans le cadre de l'agentique, car au-delà de la bonne pratique de faire de l'ADR, on a besoin, vu qu'on produit beaucoup plus de code, on a besoin de garder un historique extrêmement précis des modifications qui ont été faites sur nos bases de code et de pouvoir finalement requêter après nos agents pour comprendre, tiens, on a pris cette décision de couplage, par exemple, dans mes composants logiciels, pourquoi on l'a fait? Très clairement, aujourd'hui, les ADR, ça devient quelque chose qu'on peut lire et consommer au quotidien. Ensuite, on va avoir de la documentation plus précise qui va être sur des domaines fonctionnels ou spécifiques qui vont être plus maintenus entre guillemets à la main. Et puis, on a les skills. Les skills, ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est quelque chose qui va s'abstraire potentiellement de notre projet. Ça va être des choses qu'on va pouvoir extraire. Ça va être des recettes agentiques sur certaines opérations qu'on va faire sur nos repositories. On en parlait dans la conférence juste avant. Par exemple, implémenter systématiquement des bonnes pratiques de performance dans nos applications, ça peut être fait sous forme de skills. C'est-à-dire qu'on donne une méthodologie, ben voilà, on utilise tel outil, attention à tel type de code dans le cadre de l'optimisation de notre projet. Ça peut être capitalisé sous un format skills dont je reparlerai après. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cet écosystème de projets, en fait, on va pouvoir le généraliser au sein d'une équipe. Car au final, je pense là aussi, c'est un des pièges. Je pense que si on se contente de mettre en place des pratiques agentiques au niveau d'un projet, c'est déjà bien en termes de pratique, mais vraiment, on ne gagne pas tout. On ne gagne pas toute la puissance qu'on peut avoir avec ça. Et finalement, là aussi, je pense que c'est le rôle de l'architecte. C'est au-delà d'avoir un bon contexte, une bonne gestion projet au niveau d'un produit logiciel, c'est d'avoir ça au niveau d'une équipe et de créer finalement un écosystème de partage. Alors, un écosystème de partage dans le cas d'Agentic, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tout simplement, je vois des équipes qui commencent à utiliser l'Agentic. Ce qu'elles vont consommer tous les jours, c'est des fichiers de contexte, des prompts. C'est-à-dire que ça va être des fichiers Markdown où ils vont expliquer, tiens, voilà comment je teste mon application. Voilà, c'est un peu très itératif sur leur manière de faire. Mais finalement, aujourd'hui, on a des standards qui se mettent en place qui permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus loin en termes de partage et de capitalisation. Parce que la problématique avec les prompts classiques, c'est que c'est très focus sur votre application, c'est très spécialisé. Donc c'est dur de passer ça à une autre équipe et de dire « Ah tiens, regarde comment nous, on fait de la performance sur notre application, tu vas pouvoir le réutiliser. » Non, si on fait des prompts directement, aujourd'hui, c'est difficile de les généraliser. C'est là qu'arrivent en fait les agent skills. Les agent skills, en fait, c'est une initiative, un standard qui a été initialement créé par Anthropic sous le terme Cloud Skills et qui sont en fait une sorte de mélange un petit peu plus artisanal, un peu artisanal d'ailleurs, la première fois qu'on regarde ça. C'est un format où on va mélanger des instructions au format texte, en Markdown par exemple, avec des scripts
des scripts très simples qui vont vous aider à administrer votre base de code, des scripts qui vont vous permettre, je ne sais pas, de lister tous les fichiers de vos repos, faire des refactoring simples, des choses comme ça, et des assets qui vont pouvoir être, par exemple, des normes de référence pour faire vos audits, etc. Et en fait, ces formats-là, ce qui est très intéressant, c'est que on va pouvoir les stocker dans le repository, et de la manière dont on va les structurer, ça va être beaucoup plus des connaissances générales, des pratiques générales qu'on va pouvoir capitaliser entre les projets. Donc ça se capitalise bien. C'est des choses que peuvent s'échanger les collègues entre deux projets. On a une capitalisation encore plus puissante, qui sont tout ce qui est MCP. Les MCP, c'est des manières de consommer des services avec des IA. Peut-être que vous avez entendu parler, par exemple, des MCP Jira. Par exemple, les MCP Jira, c'est tout simplement, vos IA peuvent consommer les tickets qui sont enregistrés dans Jira et les modifier. L'intérêt des MCP, c'est qu'en termes de scale, on ne peut pas faire mieux au niveau des équipes parce que finalement, c'est des choses qu'on va déployer au niveau d'un service complet. Mais par contre, c'est plus complexe parce qu'on est sur du code, on manipule du code. Faire un MCP, c'est faire du code. Donc aujourd'hui, la question que je vais avoir c'est avec mes équipes, c'est quand est-ce qu'on capitalise, comment, sous quelle forme, entre nos différents projets. Et en fait, ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est qu'au début, quand on faisait de l'agentique, on parlait beaucoup d'outils, on parlait de curseurs, copilote, etc. Maintenant, en fait, on parle de moins en moins d'outils et on parle de plus en plus de méthodes. Ce qui est super intéressant avec ces standards, c'est qu'ils sont tous agnostiques des outils. Là, que ce soit les agents bootfile, les agents MD, la connaissance spécifique, les agents skill ou les MCP, alors là j'ai mis copilote, mais vous auriez pu mettre cursor, Cloud Code, Codex, ce que vous voulez. Tous ces formats-là sont lisibles et exploitables par l'ensemble des assistants de code, on va dire, modernes. Et au final, pour capitaliser et construire ce bon écosystème de partage, moi j'essaie de les emmener sur garder deux, on va dire, deux modus operandi, finalement. C'est déjà de garder en tête que la problématique de l'agentique, c'est quand on n'arrive pas à passer d'une pratique individuelle à collective. Je suis sûr que vous avez tous dans vos équipes des ambassadeurs ou ambassadrices qui sont super forts en agentique. S'ils sont super forts juste pour eux, c'est dommage. Il faut qu'on arrive finalement à rendre collective cette capacité-là à faire. C'est pour ça, il faut former vos équipes sur les agent skills, cet écosystème de MCP pour qu'ils soient, au-delà de savoir bien utiliser ces outils personnellement, capables de les partager leurs pratiques à l'équipe. Le deuxième point que j'essaie de porter, c'est quand vous allez capitaliser quelque chose sous forme d'agent skill, par exemple, au sein de vos équipes, donc sous forme de recettes, c'est plutôt de favoriser des recettes qui favorisent la structure, la manière de faire plutôt que le code. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au lieu de faire un agent skill qui va faire un agglomérat d'exemples de code, vous allez plutôt faire des agent skills qui vont dire voilà les concepts d'une architecture performante, voilà par exemple les concepts d'une architecture hexagonale, les grands principes, et finalement faire en sorte que votre skill vous propose un plan, une proposition d'amélioration sur votre application et qu'elle ne soit pas directement à proposer du code. Et je pense que là aussi, l'architecte, il a un rôle à guider les équipes à dire ah tiens, on fait plein de choses, on a plein de pratiques. Quand est-ce que je dois déployer ça sous forme d'un agent skill? Quand est-ce que je dois faire ça sous forme d'un MCP? Est-ce que je peux le déployer aujourd'hui dans mon IDE ou pas? Et ça, pour les guider là-dedans, moi j'aime bien le décrire sous forme de deux axes. Finalement, un axe qui est sur le niveau d'automatisation. Alors là, vous pouvez voir le chat, l'IDE, la CLI. C'est des manières d'interagir avec de l'agentique aujourd'hui, mais c'est aussi un niveau d'automatisation qui est de plus en plus important. Quand je dis automatisation, c'est-à-dire que vous avez moins en moins besoin d'être dans la loupe pour faire du développement. Du chat, on va être effectivement à chaque retour du chat, on va être obligé de donner un feedback et de guider. Sur l'IDE, déjà, on a des IDE qui sont plus agentiques, c'est-à-dire qu'on a une certaine autonomie sur aller scanner le bon fichier, le bon format au bon moment. Et puis, on a les agentic CLI qui, là, sont extrêmement puissantes, qui vont permettre même d'être intégrées, par exemple, dans des CI/CD et d'automatiser, par exemple, des audits de code. Et l'autre axe sur lequel je l'ai fait réfléchir, c'est plus l'axe de scale méthodologique, en disant tout ce qui est ici à gauche, c'est intéressant d'itérer dessus, mais c'est très peu partageable.
Agent Skill, c'est quelque chose qui est beaucoup plus partageable et beaucoup plus simplement utilisable par vos collègues. MCP, c'est vraiment quand les Agent Skills, vous êtes satisfait, que vous avez une approche qui est réutilisable et déployable et scalable et que ça a un intérêt. Voire du custom, ça peut arriver sur certains cas spécifiques. Je vais vous donner un petit exemple après. Et on essaie de placer ensuite là-dedans, se dire, tiens, par exemple, vous avez fait de la rétrodocumentation dans votre projet, on va créer un skill qui aide à faire de la rétrodocumentation dans le bon format. C'est-à-dire que ça va scanner la base de code et créer la documentation en suivant les standards de l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir déployer dans l'agentique IDE et de la CLI. Avec une autonomie complète, on peut imaginer des skills qui font de l'audit de sécurité, par exemple, qui vont prendre les bases OWASP et vérifier votre code, que ça suit, enfin, on va dire que ça détecte des choses avancées là-dessus. Sur des MCP, je trouve que des MCP type qui donnent accès à une ressource de l'entreprise ont beaucoup de valeur. Par exemple, des MCP Jira, clairement, ça a de la valeur, ça permet d'aller plus vite et de consommer, d'avoir cette interface de collaboration entre la partie, par exemple, PO/PM et vos développeurs. Et sur du custom, alors là, il faut y aller que quand on n'a pas le choix et que vraiment le besoin a été, on n'a pas trouvé d'autres moyens de le faire. Bon, on peut citer par exemple certaines applications qui font de la traduction automatique de code. Par exemple, vous avez des assets legacy avec des codes très anciens. Vous pouvez mettre en place finalement des projets custom agentiques pour vous aider finalement à faire ces traductions de code. Avant-dernier apprentissage, pardon, qui est un peu plus compliqué, mais que je voulais vous montrer parce que je trouve ça un peu frustrant de voir que ce n'est pas mis en place souvent, c'est de plus centraliser les contextes et les pratiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je trouve qu'aujourd'hui, les équipes qui font de l'agentique, il y en a qui le font de manière super, très avancée, qui mettent en place ce que je vous ai montré, des skills, des choses, etc., comme ça, des pratiques vraiment avancées. Mais le problème, c'est qu'ils le font de manière silotée entre les projets. C'est-à-dire que quand vous lancez votre agent sur une base de code, par exemple, là, on va dire, j'ai 10 services, j'ai 10 microservices dans mon équipe. Donc là, j'ai le microservice 1, le microservice 2. Typiquement, je vais avoir le développeur qui va prendre mon l'IA agentique, là, par exemple son VS Code, qui va le lancer sur ce repository-là et qui va travailler dessus. Et finalement, quand il va travailler sur le service 2, de la même façon, il va relancer une autre instance de l'IDE sur ce deuxième contexte. Ce qui est vraiment dommage parce que finalement, quand vous commencez à travailler sur des écosystèmes d'applications qui discutent entre elles, il faut réussir à mettre en place de la centralisation du contexte. Un exemple, c'est avec une pratique de monorepo, vous pouvez très bien avoir, par exemple, vos 10 microservices qui sont au sein du même monorepo, qui ont du coup un répertoire parent dans lequel vous allez avoir les skills partagés entre tous vos microservices, vous allez avoir de la documentation partagée, et ensuite, chaque service va essayer de partager un standard commun sur la documentation, et voire même sur le code. Et par exemple, ça, on l'a vu sur certains projets Octo, c'est un gain d'échelle qui peut être incroyable. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais dire chacune de mes microservices va suivre une architecture exa. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça veut dire qu'une fois que vous avez 10 exemples comme ça de microservices, créer le 11e, ça sera super simple. Créer le 11e microservice, l'agent que vous allez lancer là-haut, il sera capable de capitaliser sur la connaissance de vos 10 premiers microservices pour créer un 11e en suivant à la fois vos normes de documentation et vos normes d'architecture. Donc c'est un concept un peu plus avancé, ce n'est pas systématiquement faisable de centraliser les contextes applicatifs. Souvent, c'est ce qui demande un peu de refactoring sur la manière dont on gère nos repositories, mais clairement, c'est vraiment à valeur. Et puis le dernier apprentissage, de manière générale, c'est plus de changer ses réflexes. Alors, je vais vous citer quelques exemples un peu de réflexes qu'on peut avoir en tant qu'architecte. C'est déjà se concentrer, vous l'avez vu là, j'ai surtout parlé de méthodes et moins d'outils. Donc il faut se concentrer sur les méthodes. Les outils, c'est pas que c'est pas important, mais c'est moins important que les méthodes. Après, je sais que beaucoup parmi vous, et nous les premiers, quand on a commencé à faire de l'agentique, les premières choses qu'on a fait, c'est prendre des licences, commencer à tester les outils, et ça, c'est nécessaire, il faut le faire. Ce que je dis juste sur ce point, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, une fois que vos équipes elles ont exploré ces manières de faire, il faut prendre un petit pas de recul
et commencer à faire de la méthodologie. En fait, il faut que vous ayez dans l'idée que les pratiques que vous allez mettre en place, ça sera utilisable sur plusieurs années, les pratiques documentaires, toutes les spécifications, tous les documents d'architecture, vous allez pouvoir les consommer dans votre SI sur plusieurs années. Par contre, il faut se mettre dans l'idée que les outils, vous allez pouvoir en changer tous les 6 mois. Peut-être qu'en ce moment, vous allez utiliser, je sais pas, Claude Code, peut-être que dans 6 mois, ce sera autre chose. Il faut se donner cette liberté-là, d'avancer finalement avec les meilleurs outils au bon moment. Le deuxième réflexe, c'est qu'il y avait certains produits ou projets qui étaient un peu complexes, très complexes, qui avaient réputation d'être très complexes dans notre métier, par exemple des gros refactoring legacy. Avant, c'était des choses potentiellement, on mettait potentiellement ça de côté, on faisait tourner tant bien que mal l'application legacy, et on se disait plutôt on va le refaire à côté parce qu'on maîtrise plus le legacy. Clairement, ça aussi, c'est un réflexe qu'on peut remettre en cause. Manipuler du refactoring massif sur des applications legacy aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'Agentic de manière très efficace. Et c'est quelque chose vraiment de nouveau qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on avait du mal à faire avant. Le troisième point, c'est de vraiment capitaliser sur ces savoir-faire individuels. On adore avoir des individual contributeurs dans l'équipe, mais les bons individual contributeurs, après, c'est ceux qui arrivent à capitaliser sur l'équipe. Donc il faut mettre en place des pratiques de partage, de formation, pour qu'on soit tous d'accord de se dire c'est super d'être développé 5 fois, 10 fois plus vite, mais si tout le monde n'en profite pas dans l'équipe, on passe à côté de quelque chose, très clairement. Et dernier point, c'est sur la responsabilisation. Je pense que ceux qui font de l'Agentic aussi, vous avez peut-être dû déjà voir des pull requests de code où vous avez 5000 lignes d'un coup sur lesquelles faire des code reviews. Donc clairement, là, c'est la difficulté aujourd'hui. On produit tellement de code qu'on a des difficultés même à aligner, savoir aligner, relire l'ensemble de ce code. Donc ça, c'est un peu... il y a un peu ce concept de se dire, avant, le code, c'était une responsabilité collective au niveau de l'équipe. Bah là, je trouve aujourd'hui, vu qu'un développeur est capable de produire tellement de features, tellement de code en tellement peu de temps, il faut responsabiliser un peu plus nos développeurs et dire attends, quand tu vas faire une PR de 3000 lignes de code, tes collègues, ils vont pas pouvoir vraiment les relire et d'être dans le niveau de détail que tu veux. Donc, il faut, on va dire, responsabiliser au maximum individuellement là-dessus. Le deuxième point sur la responsabilité, c'est bien sûr, l'Agentic, ça va créer 5 fois ou 10 fois plus de code, c'est potentiellement plus de problèmes, bien sûr, des problèmes de sécu, à la fois sur le code généré, mais aussi sur l'utilisation de l'Agentic. Donc ça veut dire responsabiliser les équipes, par exemple, sur les risques qu'on peut avoir en utilisant de l'Agentic, par exemple l'injection de prompt, par exemple de cloner un repository lambda sur Internet, et en fait, mince, dedans, on n'a pas vu, mais il y a une injection de prompt qui va faire, voilà, qui va avoir du code malveillant. Et de la même façon, avoir des pratiques, des skills, des bonnes pratiques de sécurité systématique dans la génération du code. Utiliser vraiment des linters, des outils qui vous permettent à chaque fois que vous mettez en prod de faire de la sécurisation et de la relecture systématique de vos codes générés pour que finalement ça se fasse, on va dire, qu'on puisse bénéficier de cette opportunité de développer plus vite, mais que ça ne se fasse pas au détriment, on va dire, de la sécurité ou de la qualité de ce qui est produit.